Bienvenue à ce webinaire dédié à la gasification hydrothermale. Donc, je me présente, donc Thibaut Fotso, délégué général du club gasification hydrothermale qui vient d'être créé au sein de la T2E, mais je vais y revenir dans les prochaines diapositives. Donc, avec moi, pour animer ce webinaire, du coup, on aura Émeric Deloubès de la DGEC, donc adjoint au bureau gaz renouvelable et bas carbone, et Étienne Philippe de l'ADMA. Avant de rentrer dans le sujet, je vous présente un peu le programme de ce webinaire. Donc, je démarrerai ce webinaire par une petite introduction. On posera les fondamentaux finalement de ces technologies émergentes et prometteuses. Donc, ce qui suivra une intervention de Émeric de la DGEC et après avec une approche technico-économique qui sera présentée par Étienne Philippe. Et je terminerai par une conclusion où on dressera en tout cas les premiers axes qui seront adressés par le club GH de la T2E sur l'année 2026. Donc avant de commencer sur le sujet, peut-être revenir sur la mise en perspective finalement de l'animation de la filière gasification hydrothermale. Donc historiquement, de 2020 à 2025, la filière elle était animée par le GT gasification hydrothermale, animé par Robert Mulke. Donc on a eu une annonce officielle de l'évolution de l'animation de la filière qui a été faite le 7 octobre à Polytech. Donc l'évolution de l'animation de la filière s'est faite au sein de deux associations qui ont décidé de façon complémentaire de contribuer à l'animation de cette filière. Donc avec la création d'un pôle gasification hydrothermale avec comme directeur Robert Mulke et la création d'un club gasification hydrothermale dont j'aurai effectivement la charge d'animer. Donc, il y a une répartition qui a été faite au niveau des périmètres de chacune des associations. Donc, le pôle gasification hydrothermale côté Biogaz Vallée adressera finalement les enjeux et le modèle économique, l'accompagnement également des porteurs de projets et des développeurs, la mise en relation des acteurs donc avec les différents pôles de compétitivité. Et le club gasification hydrothermale, quant à lui, comme la T2E l'a déjà fait pour les autres sujets qu'elle adresse, notamment via le club biogaz, le club pyrogasification et le club power to méthane, elle adressera, elle, les enjeux techniques et réglementaires, notamment en maintenant le lien avec l'administration sur cette filière-là. Maintenant, quel intérêt pour cette technologie? L'intérêt de la gasification hydrothermale est multiple parce qu'on est sur une filière qui est à la croisée en fait de plusieurs enjeux liés à la transition écologique, notamment le premier, c'est la production d'une énergie renouvelable bas carbone. Donc le deuxième, un enjeu majeur sur le traitement des déchets, notamment par sa capacité à éliminer un certain nombre de polluants ou de microplastiques et même des PFAS, et aussi la capacité de cette technologie à garantir une protection de l'environnement dans le sens où elle n'émet pas d'émissions atmosphériques à la différence d'autres solutions telles que l'incinération. Si on regarde un peu plus en détail finalement la technologie, en quoi elle consiste, donc là le principe c'est de reproduire en fait ce que la nature née des millions d'années à reproduire sur la croûte terrestre en quelques minutes. Donc il s'agit là d'un procédé de conversion thermochimique où les intrants organiques humides vont être convertis en gaz et avec d'autres coproduits tels que l'eau, l'azote, les sels minéraux. Ici, on va venir utiliser en fait les propriétés de l'eau dans son état supercritique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsqu'on chauffe l'eau à une température supérieure à 374 degrés Celsius, une pression supérieure à 221 bars, l'eau rentre dans un état assez particulier qu'on appelle supercritique. Et dans cet état-là, l'eau va voir ses propriétés physico-chimiques être modifiées. Et l'eau va se comporter dans ce cas-là il va se comporter comme un réactif, en fait, il va devenir apolaire et il va permettre finalement la dégradation de la matière organique composée dans les intrants pour produire ce gaz de synthèse. Donc, si on revient là sur le petit schéma qui est sur la droite de la diapositive, donc si on devait un peu dérouler les grandes étapes finalement de ce procédé,
Donc, on a une première étape de compression qui peut nécessiter en amont une préparation des intrants pour rendre possible cette compression à haute pression, une étape de séparation des sels qui, suivant les variantes, peut être positionnée globalement différemment. Donc, on a deux technologies de gasification hydrothermale, une technologie dite haute température, où la réaction va se faire à une température beaucoup plus élevée, entre 550 et 700 degrés Celsius. Donc, sur cette technologie, on a effectivement une plus forte sélectivité dans la production du syngaz en hydrogène. Et on a une deuxième technologie de gasification hydrothermale avec catalyseur. Et sur cette technologie, on a dans la composition du syngaz une plus forte proportion de méthane. En termes d'intrants, quels sont les intrants qu'on peut traiter avec cette technologie? Bon, la liste là n'est pas exhaustive, hein, donc là, on a mis quelques principaux intrants qui peuvent être adressés par ces technologies. Donc, on a les déchets industriels, donc issus de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique. On a également les déchets urbains. Ça peut être effectivement des biodéchets, des graisses, des bouts de stations d'épuration. Et je pense que là-dessus, sur les bouts de stations d'épuration, la gasification hydrothermale offre effectivement une alternative pertinente pour l'épandage, surtout dans un contexte où on voit que les restrictions, notamment liées à l'épandage de ces bouts, seront de plus en plus prégnantes, en tout cas le sont déjà et seront de plus en plus prégnantes dans les années à venir. Et elle peut aussi permettre de traiter des déchets, notamment digestats de méthanisation non épandables et des effluents animaux qui peuvent être traités. On est quand même sur, la liste n'est pas exhaustive comme je l'ai dit, mais une large famille en tout cas de déchets qui peuvent être adressés par cette technologie pour produire un gaz renouvelable et bas carbone et aussi adresser les sujets de pollution contenus dans un certain nombre d'intrants que je viens de citer. En termes de développement de technologie, où on en est? Et donc, sur les développements de technologie, le premier pilote de gasification hydrothermale a été développé par la Karlsruhe Institute of Technology en Allemagne, donc GHT haute température. Et depuis, un certain nombre d'acteurs européens se sont lancés dans la course, notamment du développement de ces technologies. Donc, on a les Suisses avec Triatec, qui ont aujourd'hui un pilote de 200 kWh. On a KD, donc les Espagnols, qui ont deux procédés, ou en tout cas deux approches assez complémentaires. Une approche classique où les intrants sont liquides, donc avec une concentration de matière sèche assez classique, et une autre approche un peu innovante où on va aller sur finalement des mélanges beaucoup plus visqueux, donc avec une concentration en matière sèche beaucoup plus élevée. Et on a la première installation industrielle de GH en Europe, en tout cas qui a été mise en service en 2023 par SCW System. Et il s'agit d'une installation de 4 modules, de 4 tonneurs et en GHT haute température. Donc sur cette installation, on est plutôt sur un entrant simple qui est traité sur cette installation. Et les développeurs français ne sont pas en reste. Donc, il y a plusieurs acteurs français qui sont lancés aussi dans le développement de cette technologie. Donc là, sur la diapositive, vous avez Leroux et Lotz. Vous avez aussi le CEA qui travaille depuis plusieurs années sur cette technologie et qui récemment a connu des avancées importantes sur les briques stratégiques, en tout cas pour ces technologies, notamment l'injection à haute pression pour des intrants complexes, type bout de station d'épuration. On a également Suez en lien avec le CNRS qui a développé son GH-Lab avec une ambition derrière de passer sur un premier pilote industriel et derrière à des unités commerciales. Donc, on voit qu'on est sur une technologie qui est prometteuse à plusieurs titres parce qu'elle permet d'adresser plusieurs problèmes indispensables, en tout cas stratégiques pour la transition écologique. Donc, production d'énergie, élimination de polluants et aussi développement d'une activité industrielle aussi bien en France qu'en Europe. Donc, j'ai terminé cette overview un peu globale sur la gasification hydrothermale. Donc, je vais passer la parole à Henrik pour porter le point de vue, en tout cas sur cette technologie de la DGEC. Oui, merci Thibaut, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous.
Donc effectivement, quelques mots de la DGEC pour voilà, donner les premiers éléments de vision sur la gazification hydrothermale, avec également donc quelles attentes on peut avoir, et puis aussi peut-être quelques points de vigilance qu'il faut tout de même garder en tête de notre point de vue. Donc effectivement, Thibault l'a dit, la gazification hydrothermale se situe au carrefour d'enjeux énergétiques et de traitement de déchets. Concernant les enjeux énergétiques, on sait que au niveau national, dans notre programmation énergétique, nous avons inscrit des objectifs ambitieux de développement des gaz verts à l'horizon 2035. Comme vous le savez, donc les gaz verts, c'est le principal levier dont on dispose pour décarboner la consommation de gaz, notamment évidemment, on parle évidemment ici plutôt de la consommation de gaz de réseau. Donc on parle plutôt de gaz vert injecté quand on dit ça, et c'est un peu l'objectif qu'on a dans la PPE, dans le projet PPE 3, c'est un objectif d'injection de biométhane dans le réseau. Alors vous savez qu'à l'horizon 2035, on a une fourchette d'objectifs. Et justement, derrière cette fourchette, en fait, il y a cette idée qu'il y a encore une certaine incertitude sur le développement des filières alternatives à la méthanisation pour la production de gaz vert, et potentiellement donc une contribution de nouvelles filières. Et donc, on a déjà souvent entendu parler de la pyrogasification. Aujourd'hui, on parle de gasification hydrothermale. Alors, c'est une filière que l'on suit de très près à la DGEC, mais aussi avec, je tiens à le dire, aussi avec nos collègues de la DGPR, qui, comme vous le savez, sont chargés du suivi des filières de traitement de déchets. Ce que nous, on en a retenu, alors il y a eu cette AMI l'année dernière, lancée par Natran, et si on parle d'enjeux énergétiques, ce qu'on observe, c'est que là, globalement, on voit que les gisements identifiés à ce jour, et qui sont ceux qu'on peut recenser dans les projets déposés à cette AMI, on voit qu'il y a une fraction biogénique assez nettement majoritaire des intrants, et donc valorisable dans ces projets. Donc ça veut dire qu'en sortie... Cédric, je me permets de vous couper 2 petites secondes. On me demande de vous rapprocher de votre micro, si vous pouvez le remonter un tout petit peu, voilà, parfait. Ouais, je l'ai remonté, j'espère. Je vais parler peut-être un peu plus fort aussi. Donc je disais qu'en sortie de process, on va avoir principalement donc des gaz renouvelables, notamment du biométhane quand on passe par la voie catalytique, qui ensuite donc peut être valorisé comme tel par injection dans le réseau gazier, sous réserve bien sûr de respecter les critères d'émissions de gaz à effet de serre fixés par la RED, en sachant, ça c'est un point d'attention, que les rendements énergétiques, en tout cas de ce qu'on en comprend aujourd'hui, peuvent être quand même très variables selon le type d'intrant. Donc si on regarde du côté des déchets, alors c'est moins notre domaine, mais on va quand même, c'est des éléments dont on a pu discuter avec nos collègues de la DGPR. Alors évidemment, l'intérêt de la gasification hydrothermale, on l'a bien compris, c'est d'aller valoriser des déchets qui ont un potentiel énergétique intéressant, mais qui sont difficiles à traiter et qui n'ont pas vocation à revenir au sol, et qui donc aujourd'hui peuvent aller vers d'autres exutoires comme l'incinération, ou à défaut même la mise en décharge. Donc évidemment, Thibault a pas mal insisté sur les bouts de steppe, évidemment, et puis on a vu aussi qu'il y a toutes sortes d'effluents industriels qui sont potentiellement des intrants de choix pour ce nouveau procédé. Donc il y a un point pour nous de vigilance là-dessus, c'est que on parle bien de traitement de déchets. C'est tout l'intérêt, et d'ailleurs c'est aussi ça veut dire aussi qu'on est sur des intrants assez spécifiques pour lesquels, a priori, je dis bien a priori, les conflits d'usage sont assez limités si on cible bien les intrants, mais on est aussi du coup sur des gisements qui vont rester aussi assez limités. Et donc, en tout cas, s'agissant de déchets, ce qui nous semble important, c'est de bien avoir en tête qu'on ne doit pas distordre le modèle économique des filières de traitement de ces déchets
donc le modèle des filières qui sont en amont de la gazéification hydrothermale, et bien sûr respecter le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire que le déchet doit rester un coût pour son détenteur, et donc générer, en gros, que la gazéification hydrothermale doit rendre un service de traitement de déchets qui est rémunéré par l'unité de gazéification hydrothermale qui va être capable de valoriser ce déchet. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que d'une part, c'est évidemment comment dire, un garde-fou sur le fait qu'il ne s'agit pas encore une fois, d'aller déstabiliser les filières de traitement de déchets et de respecter ce principe clé de pollueur-payeur. Et puis c'est aussi un atout finalement pour la filière gazéification hydrothermale, puisque ça veut dire qu'elle disposera d'une source de revenus qui peut être potentiellement importante au titre de ce service rendu. Et donc ça veut dire que le modèle économique de la gazéification hydrothermale peut trouver un équilibre intéressant aussi pour finalement le consommateur final de gaz. Donc on l'a dit, donc c'est de manière générale, la gazéification hydrothermale doit se concentrer sur les déchets pour lesquels il n'y a pas de retour au sol possible, puisque encore une fois, le carbone en grande partie est converti, il n'y a pas de digestat en sortie, contrairement à la méthanisation, évidemment. Toutefois, côté des GEC, on n'exclut pas on n'est pas fermé au principe que la gazéification hydrothermale puisse être un exutoire ponctuel quand le digestat issu de méthanisation n'est pas épandable. Donc ça, c'est quand même une complémentarité qui peut être intéressante avec la méthanisation, même si évidemment, c'est des cas qui n'ont pas vocation à généraliser et ça doit évidemment rester ponctuel. Donc l'intérêt, évidemment, qu'on parle d'épandage, de traitement, excusez-moi, de digestat pas épandable, de bouts de steppe pas épandable et d'autres déchets industriels, c'est qu'évidemment, Thibaut a pas mal insisté là-dessus aussi, la gazéification hydrothermale, semble-t-il, est assez prometteuse puisqu'elle permet d'éliminer toute partie de certains polluants, avec déjà des premiers résultats encourageants qui ont été obtenus à l'échelle de laboratoire sur les PFAS, on sait aussi évidemment sur l'élimination des déchets plastiques, etc. Donc ça, c'était l'aspect plus déchets. Après, il faut aussi, quand on parle de retour au sol, c'est sûr qu'on perd la fraction carbone, mais il reste la partie minérale, la fraction minérale qui est récupérée sous forme de saumure. Donc là aussi, il y a un enjeu particulier, puisque l'enjeu, c'est d'arriver à séparer finalement les sels minéraux d'intérêt qui sont contenus dans cette saumure, donc un intérêt finalement à développer des technologies qui vont permettre d'extraire les éléments nutritifs, phosphore, potassium notamment. Donc ça nécessite des travaux de R&D évidemment, mais aussi en parallèle des travaux sur la mise en marché de produits fertilisants issus du recyclage, qui seront bien sûr plus coûteux à produire que des engrais de synthèse. Donc ça, évidemment, c'est aussi un sujet d'attention pour la filière. Bon, un dernier mot sur l'eau azotée en sortie de process également, qui est potentiellement valorisable, mais dont l'innocuité, toutes sortes de micropolluants, reste évidemment aussi à démontrer. Donc, pour conclure, sur la filière, donc aujourd'hui, on voit qu'on est à une échelle laboratoire. On a donc, comme je disais tout à l'heure, des premiers résultats intéressants. L'enjeu, ça va être de passer dans les prochains mois, les prochaines années, en tout cas le plus rapidement possible, à une échelle pré-industrielle pour valider les coûts, l'opérabilité, la maintenabilité des unités de gazéification hydrothermale. Nous, on considère qu'il y a un véritable travail de conviction à faire au niveau européen pour rendre la filière plus visible, éligible à des soutiens plus ou moins dédiés, notamment on a toujours en tête ceux de l'Innovation Fund. Tout ça nécessite évidemment de travailler sur des modèles économiques. Donc on a une nouvelle filière à construire sur laquelle les acteurs français sont bien positionnés. Thibaut l'a bien souligné également. On a besoin d'une filière compétitive
pour un déploiement à grande échelle qui soit soutenable pour le consommateur de gaz, quand on parle de valorisation énergétique, et puis qui soit créatrice de valeur économique et environnementale pour en assurer l'acceptabilité au sens large. Donc, et c'est une filière qui, bien sûr, devra rester complémentaire à la méthanisation pour la production de gaz vert. Et comme je disais tout à l'heure, évidemment, ne pas créer de concurrence d'usage. Donc, pour conclure, la DGEC accueille très favorablement toutes les initiatives de la filière, en particulier aujourd'hui la T2E, pour animer et structurer le dialogue au sein de la filière et avec les services de l'État, donc DGEC et DGPR principalement. Et donc, on s'inscrira évidemment en soutien de toutes ces initiatives dans les mois à venir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Émeric, pour ton intervention. Donc, je vous propose de passer à la prochaine intervention, celle d'Étienne Philippe de l'ADEME, qui présentera quelques inducteurs économiques. Je pense que certains ont déjà été évoqués de façon macro par Émeric, liés à cette filière, du coup. Étienne, c'est à vous. Oui, je vois bien. Alors, on doit avoir un petit... On vous voit bien. Bonjour à tous. Coupez votre webcam peut-être pour garder de la bande passante, je pense. Voilà. Allez-y. Ça marche. Est-ce que ça marche bien là? Ouais. Oui, ça marche mieux. Oui. Vas-y, Étienne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Super. Bon, je parle et s'il y a des problèmes de son, faites-moi signe. Je pense qu'il y a un petit décalage, mais ça devrait aller. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, merci pour les interventions précédentes, à Thibaut et Émeric, qui ont pu un peu poser le cadre. Moi, l'idée, c'est peut-être de compléter un peu ce qui a pu être dit. Bon, là, déjà, peut-être un rappel pour bien distinguer où se situe finalement la gasification hydrothermale parmi un peu les différentes voies de conversion thermochimique qui vont peut-être convertir de la matière organique sous l'effet de la température. Il y a toutes les voies, on va dire sèches, c'est ce qui est en orange, rouge. Donc pyrolyse, gazéification et puis combustion, voilà, qui travaillent sur des intrants plutôt secs. Généralement, l'humidité va être inférieure à 30%. Et puis, dès lors qu'on va ajouter la pression, on va travailler sous des pressions où en fait l'eau va rester dans un état liquide. On va avoir la famille voilà, hydrothermale, de carbonisation hydrothermale, liquéfaction hydrothermale. Et quand vraiment on arrive sur des températures qui dépassent le point critique de l'eau, couplé à de la pression, on est là sur la gazéification. Donc voilà, cette grosse distinction, c'est vraiment le rôle de la pression qui va faire que l'eau reste à l'état liquide, voire supercritique dans un cas, alors que quand on est à pression atmosphérique ou à quelques bars, elle est sous forme vapeur en général, dès lors qu'on ajoute de la température. Donc voilà, il y a ces deux grandes familles qui se distinguent. Quelle que soit la famille voie sèche ou humide, dans tous les cas, dès lors qu'on va convertir de la matière, on va avoir des produits qui vont se retrouver sous trois phases, solide, liquide et gaz. Et de manière assez schématique, plus on a les temps de séjour qui sont courts et qu'on travaille à haute température, plus on va aller maximiser la fraction gazeuse. Et là, c'est bien le but sur la gazéification hydrothermale, de maximiser la production de gaz, voilà, à partir de solide. Sachant qu'en fait, il n'y a pas tant de distinction et de frontières extrêmement nettes. Parfois, certains procédés se recoupent un peu et puis c'est plus un continuum finalement en termes de production. C'est les proportions qui vont varier. Mais là, dans le cadre de la gazéification, on essaie quand même de maximiser le gaz qui est quand même le produit principal. On peut passer à la slide suivante. Donc, par rapport un peu à ce qui a été dit et un peu tout le rôle de ce travail avec la création du club au sein de la T2E et puis le travail qui pourrait être fait aussi avec Biogaz Vallée, c'est de pouvoir éclairer finalement les multiples facettes de cette filière. Alors, souvent, on va partir d'intrants, donc sur lequel typiquement il y a des enjeux par exemple de gestion de déchets. Mais du coup, derrière ces intrants, il y a la différentes natures qui peuvent exister. Est-ce qu'on parle d'un intrant qui est biogénique, fossile, peut-être un mix des deux, s'il y a des présences de plastique par exemple, ou des matières un peu hétérogènes. Les caractéristiques vont être extrêmement importantes aussi à considérer. Le taux de matière sèche, par exemple sur des solvants, on va avoir une matière qui est finalement très fluide. On peut monter à des taux de matière sèche assez importants. Là où par exemple sur des boues, on est sur des matières sèches plus de l'ordre de la vingtaine de pourcents, 15-20%.
après, certaines technologies peuvent peut-être adresser des taux de matière sèche un peu plus élevés sur ces matières. Quand on parle de matière sèche, c'est une chose. Ce qui compte aussi, c'est la quantité de matière organique dans cette matière sèche. C'est ça, en fait, qui va produire l'énergie. Et la charge inorganique, elle, souvent, c'est une contrainte. Et donc, au-delà des organiques, même la présence de polluants, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir bien caractériser en fonction de l'intrant. Si on continue à dérouler le fil, donc il y a également, pour un intrant donné, finalement, quel volume on parle. Est-ce qu'on parle d'un intrant par exemple, sur site en grande quantité, ou est-ce qu'il faut aller chercher des approvisionnements aux alentours? Quelle est la logistique finalement qui va se faire? En général, on n'aime pas trop déplacer des choses qui sont humides, gorgées d'eau. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte dans la caractérisation des intrants. Derrière ça, en fonction de l'intrant, il faut aussi croiser avec les paramètres techniques des technologies qui se développent. Donc on a parlé de la haute température, du catalytique, les deux grandes familles de procédés qui existent côté gasification hydrothermale. Les tonnages vont donner une idée de finalement combien de modules et puis quelle taille vont être nécessaires. Effectivement, la qualité de l'intrant va aussi contraindre un peu les quantités de pré-traitement qui peuvent être nécessaires en amont. Est-ce qu'il va falloir le broyer? Est-ce qu'il faut rajouter de l'eau? Est-ce que l'étape de séparation des sels est importante? Ensuite, pour une technologie donnée, il y a toute la question de l'efficience de l'intégration thermique, donc à quel point on arrive à récupérer de la chaleur, recycler la chaleur qui est présente dans l'eau pour la restituer en entrée de procédé, et finalement limiter la part d'appoint thermique qui est de toute manière nécessaire pour garder la température. Il faut apporter un peu d'énergie thermique qui peut être soit de l'autoconsommation ou préférentiellement peut-être de l'électricité. En France, on a la chance d'avoir de l'électricité bas carbone. L'intrant va aussi et la technologie vont aussi avoir des effets d'efficience de conversion qui vont varier et qu'il faut pouvoir bien caractériser sur des temps longs. Et puis aussi, une fois qu'on a produit le gaz, qu'est-ce qu'on fait des sortants, solides, liquides et gazeux? Quels sont les traitements finaux pour aboutir à des choses qui sont valorisables? Parce qu'à défaut, sinon, c'est des matières déchets à gérer. Donc tout ça, voilà, le choix des intrants, les paramètres techniques, ça doit pouvoir aussi éclairer le modèle économique et puis la durabilité. En explicitant finalement qu'est-ce qu'on cherche à valoriser, pour quels usages, typiquement sur du gaz, est-ce que c'est du gaz pour usage direct, pour de la matière, on va chercher la molécule, ou est-ce que ça va être par exemple pour aller sur une qualité réseau pour de l'injection. Expliciter aussi finalement la redevance sur le traitement des déchets, jusqu'à où elle pèse dans le business model, par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on évite aussi comme coût. Il y a la question de tous les coproduits, donc voilà, pour démontrer qu'on peut finalement faire aussi quelque chose. Typiquement, le CO2, il peut être épuré et une logistique peut être mise en place pour qu'il soit valorisé. Également, la gestion des saumures, est-ce qu'on parle d'un déchet ultime ou de quelque chose sur lequel il y a quand même matière à extraire de la valeur pour aller récupérer du phosphore, du potassium, éventuellement peut-être des métaux, mais est-ce que ça en vaut le coup aussi? Tout ça, c'est des questions à pouvoir sur lequel il faut pouvoir être éclairant. Et puis les enjeux de durabilité, donc gaz à effet de serre, bien sûr, on regarde la RED, mais pas que, qualité de l'eau finalement restituée, et puis j'arrive pas à voir la fin de ma slide. Voilà. Et puis les polluants, voilà, tous les polluants PFAS, microplastiques, donc qui sont une des forces, une des promesses donc de la filière, le fait de pouvoir abattre ces matières. Donc, juste pour finir sur la slide précédente, l'intérêt, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir éclairer ces différentes questions et leur interaction, parce que le modèle économique va en fait aussi dicter un peu quel type d'intrants sont préférables à traiter. Donc, ça nécessite derrière d'ajuster aussi et de creuser finalement le front de la recherche, de rendre les installations compatibles avec ces intrants-là, et ainsi de suite. Donc, ça se nourrit et ça doit être pensé de manière effective tout au long du développement et de la maturation des différents procédés. Si on regarde un peu maintenant un bilan masse un peu type, c'est illustratif, mais ça permet un peu de fixer les idées. Et voilà, prendre une unité de gazéification qui, par exemple, très des bouts. Voilà, deux petits sanquets pour un peu se donner des ordres de grandeur. À gauche, on considère que l'appoint thermique se fait par autoconsommation. Donc, on voit bien que la production de Saint-Gaz, la flèche en vert qui part à droite, il y a une partie qui va être réfléchie pour combler le besoin thermique. Et à gauche, donc à gauche l'autoconsommation, et à droite donc l'appoint thermique. Cette fois, on essaie de maximiser la production de gaz net, et donc on va plutôt piocher sur le système électrique pour venir faire cet appoint thermique.
Donc, ce qu'on voit, c'est que, voilà, bon, typiquement sur de la boue, on va généralement, on va souhaiter séparer les sels. Peut-être que certains acteurs, voilà, peuvent considérer que les boues peuvent être traitées telles quelles. Hein. Après, ça dépend des choix techniques de procédés, hein, des stratégies d'innovation. Après cette étape voilà, éventuelle de séparation des sels, il y a la réaction en tant que telle qui permet donc de convertir un maximum de PCI de l'intrant. Ici, j'ai pris une hypothèse de 85%. Voilà. Donc ça permet de produire ce syngaz, donc qui va être un mélange hétérogène de plusieurs gaz. Hein. On va retrouver donc le méthane, de l'hydrogène, du CO2 et puis d'autres, éventuellement des hydrocarbures légers. Donc, et puis surtout, on va récupérer de l'eau en grande quantité. Hein. L'eau, elle est finalement assez peu consommée. Voilà, elle est quasiment entièrement restituée en sortie de procédé. C'est sur cette eau-là qu'on va aller puiser les calories. Et c'est une chose qui est primordiale, hein, de pouvoir avoir cette intégration thermique. Là, en prenant l'hypothèse voilà, d'un recyclage d'environ 75% de la chaleur, hein, possiblement ça pourrait aller au-delà. Hein, ça dépend encore une fois des besoins thermiques. Bon, il y a ce reste du coup à compléter via de l'autoconsommation ou via un appoint électrique. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que peut être un procédé d'un point de vue voilà, bilan masse, on va dire, et puis bilan énergétique. Donc les questions de conversion, on voit tout de suite que si on peut extraire le maximum d'énergie, forcément, ça améliorera le rendement global. Pour un intrant donné avec une masse sèche donnée, finalement, le coût énergétique pour traiter une tonne en 30 est à peu près similaire. Donc il y a tout intérêt derrière à essayer de faire entrer un maximum d'énergie dans cette masse sèche. Donc, ça oriente plutôt vers des intrants qui sont peu organiques. Après, est-ce que ces intrants peu organiques, voilà, il y a des enjeux de déchets. C'est tout ça qu'il faut mettre un peu sur la balance finalement pour éclairer les modèles économiques et le développement technique de la filière. Et en parlant de modèle économique, donc voilà un peu un cadre un peu indicatif pour essayer de réfléchir par rapport à ce qui a été dit plus tôt, hein, à la fois ce double revenu qui peut venir finalement d'une filière qui va essentiellement être porté donc, par le traitement de déchets. Donc c'est ce qu'il y a à la verticale. Hein. Je vous ai mis des coûts indicatifs de traitement qu'on peut avoir, typiquement de l'épandage, du compostage, puis l'incinération et l'enfouissement. Voilà, qui peut arriver à des coûts de l'ordre de 200 € la tonne, voire plus. Hein. Ça, c'est des chiffres plutôt généraux. Et puis à la verticale, c'est le prix de vente du gaz, donc avec la référence du gaz fossile, hein, le prix de marché de gaz fossile. Et puis pour le biométhane, donc j'ai mis les coûts du dernier tarif de la méthanisation plutôt sur des installations de moyenne et grande taille, par rapport au tarif, donc en dessous de 25 gigawattheures par an. Je suis allé prendre plutôt la fourchette 15-25 pour avoir des choses à peu près comparables avec ce qui pourrait se faire en gazification, sachant que potentiellement ça peut être des tailles plus grandes, hein, sur la gazification hydrothermale. De la même manière aussi pour la méthanisation, on peut aussi avoir des installations bien plus grandes de 50, 100, 200 gigawattheures. C'est juste pour comparer aux tarifs ici. Donc voilà, on a ce double équilibre et donc on prend un exemple, typiquement voilà, on prend une installation de gazification hydrothermale qui ferait 3 tonnes de matière brute par heure, qui tournerait voilà, l'essentiel du temps. Encore une fois, là j'ai pris l'exemple des boues, mais il peut y avoir une diversité d'intrants énorme, hein, donc c'est uniquement pour poser un peu la réflexion. Donc on considère un bon taux de conversion, hein, là 90% de conversion de l'énergie en gaz avec un recyclage chaleur assez décent de 75%, et puis on complète par de l'autoconsommation thermique, on vient piocher une partie du syngaz. Pour les hypothèses de coût, là c'est compliqué, hein, d'avoir des choses pour l'instant, donc je me suis basé plutôt sur les données du livre blanc à ce stade, et puis bon, une hypothèse un peu arbitraire, hein, sur les OPEX, clairement ça a affiné, ça dépend, voilà, est-ce qu'il y a besoin de catalyseurs, est-ce qu'il y a besoin de pièces de rechange, des choses comme ça. Bon. J'ai pris une hypothèse un peu arbitraire juste pour poser le cas d'étude ici. Après, on a des charges électriques, et puis par défaut, j'ai considéré que les sels partaient en enfouissement, à défaut d'avoir pour l'instant des preuves d'extraction des minéraux d'intérêt. Je pense que c'est une hypothèse raisonnable. Donc étalé sur 20 ans, et puis donc là, on illustre le revenu à la fois lié à la redevance déchets et à la vente du gaz. Et donc slide d'après, ça nous donne cette courbe-là, la courbe d'équilibre qu'on voit en bleu. Donc finalement, ça montre que en fonction de d'où viennent les revenus, est-ce que c'est plutôt lié à la vente du gaz ou aux déchets, on peut se balader le long de cette courbe bleue, ça donne un peu une courbe d'équilibre. L'installation, on arrive à rentrer dans nos frais finalement, quel que soit l'endroit où on se situe sur cette courbe. Si on se situe tout à droite, finalement, ça signifie qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de redevance liée au traitement du déchet,
Et donc, en fait, pour équilibrer l'installation, on doit vendre le gaz à un prix relativement élevé. Hein. On dépasse les tarifs en vigueur pour la méthanisation. Voilà, on peut largement frôler les 200 € par mégawattheure. À l'inverse, s'il y a un vrai service qui est rendu côté déchets, que c'est un intrant voilà, qui a besoin d'exutoires et sur lequel la gasification thermale finalement peut arriver à être compétitive avec par exemple l'incinération, ça permet d'abaisser le prix de vente du gaz pour arriver à l'équilibre. Et donc typiquement, on peut se retrouver dans la fourchette de coûts qu'on connaît pour la méthanisation. Il y avait quelques commentaires qu'on pouvait faire déjà, slide juste avant de passer à celle-ci. Et donc du coup, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. En tout cas, la composante déchets paraît être assez primordiale à expliciter parce qu'elle joue un rôle clé. Voilà. Ça dépendra bien sûr des intrants, ça dépendra des tonnages, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut difficilement faire l'impasse parce que c'est vraiment une plus-value. Enfin, c'est un vrai service que rend la technologie. On peut passer à la suivante pour illustrer ensuite un peu la variabilité. Hein. Donc ça, c'était pour des bouts, mais en fait, après, les paramètres techniques peuvent varier. Voilà, le taux de matière sèche, typiquement, là, on est à 20%. Si on passe à 25%, on voit la ligne en pointillé, ça améliore un peu la situation économique. De même, le fait de basculer d'une autoconsommation du Syngaz à un appoint électrique, on vient maximiser la production de gaz, donc finalement, ça améliore aussi l'économique. Et puis, on voit aussi qu'avec des intrants qui sont très énergétiques, typiquement des solvants, on peut vraiment abattre encore les coûts de production de gaz. Ce qu'il faut derrière, c'est bien sûr crédibiliser ça par des essais longue durée sur les intrants en question. Voilà, pouvoir conforter les hypothèses techniques par tout le travail des développeurs et des industriels qui réalisent aussi les essais sur les intrants d'intérêt. On voit que voilà, dans une tonne donnée de matière traitée, la question de quelle quantité de matière sèche et notamment de matière organique peut être incorporée dans l'installation, elle est vraiment primordiale. Ça peut vraiment grandement améliorer le modèle économique. Et puis ensuite, il y a des intrants qui vont être très énergétiques. Est-ce qu'ils sont énergétiques mais biogéniques ou plutôt fossiles, auquel cas ça change aussi l'équation globale. Et puis, bon, il y a la question des tonnages. On peut avoir des intrants probablement d'intérêt. Il faut aussi que ce ne soit pas des intrants trop de niche. Enfin, il faut que ça puisse porter une installation en tant que telle. Bon, c'est plus illustratif qu'autre chose, mais ça permet un peu de donner voilà, un peu un cadre de réflexion sur lequel, en tout cas, côté ADEME et puis avec d'autres acteurs, on serait vraiment preneur de pouvoir travailler avec la T2E. Et ça illustre juste le fait qu'il y a une multiplicité de cas à travailler pour vraiment définir des modèles d'affaires qui soient durables, à la fois économiquement et puis aussi environnementalement parlant. Voilà pour cette petite séquence. Et donc, rapidement, pour un peu conclure, donc voilà, on partage le fait que c'est une technologie qui est innovante, hein, qui se propose de répondre à plusieurs enjeux, à la fois sur la valorisation de déchets et donc pour obtenir des gaz, voilà, valorisation énergie ou matière. Donc ça reste une technologie qui est assez émergente. Pour l'instant, il y a voilà, un gros site industriel qui s'est développé aux Pays-Bas. En revanche, il y a quand même plusieurs démonstrateurs qui sont disponibles. Ça, c'est grâce donc, à l'écosystème d'acteurs donc, européens et français notamment, donc, qui sont vraiment mobilisés pour lever les verrous qui ont été évoqués précédemment et donc qui sont vraiment clés pour pouvoir rendre robuste finalement la technique et puis qualifier tous les impacts environnementaux. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir concrétiser et de garantir que le procédé est fiable sur la durée pour les intrants ciblés. Et donc, c'est avec ces démonstrateurs-là qu'il y a cette étape, c'est finalement un peu le défi pour les prochaines années, c'est vraiment de pouvoir dérisquer la technologie pour aller vers des unités industrielles. On peut comprendre qu'il y a une stratégie qui pourrait être d'adresser les intrants les plus simples à court terme. C'est normal hein, de pouvoir rôder petit à petit la filière. Et à terme, on espère quand même que voilà, les intrants plus complexes aussi hein, seront bien sûr adressés. Dès lors que voilà, il y a des éléments inorganiques, c'est quand même des intrants avec des enjeux forts. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avancer sur toute cette panoplie d'intrants. Pour vraiment identifier finalement les modèles d'affaires les plus robustes
voilà, pouvoir éclairer un peu le champ des possibles et la place que la filière pourra occuper à l'avenir, en limitant voilà, et en évitant tout ce qui est concurrence dès lors qu'il y a du retour au sol ou des usages alimentaires de certaines matières. Voilà, il faut pouvoir éclairer finalement quels intrants, pourquoi faire et quels usages. Voilà pour cette séquence. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Je vais peut-être conclure là sur la suite, en tout cas côté AT2E, si tu veux bien, Étienne. Et après, on prendra quelques questions dans le chat. Je pense il y a quelques questions du coup dans le chat. Donc là, pour les next steps, je pense que Émeric, vous l'avez certainement évoqué certains points qui dans le cadre des activités du club GH au sein de la T2E vont être adressés. Donc, il y a tout un travail qu'on souhaiterait faire dans un premier temps sur l'étude de gisement, notamment pour cette technologie, en tout cas en France. On sait qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été faites, donc on s'appuiera là-dessus pour reconforter ou retravailler sur ce sujet au courant de l'année 2026. Il y a tout un travail qui va être fait aussi sur le sujet des PFAS, qui est quand même un sujet, en tout cas en termes d'enjeux environnementaux importants. Donc la T2E là-dessus, c'est lié à LST, qui est un GT PFAS, donc déjà sur la caractérisation des PFAS sur les différentes familles de déchets. Et après, bien évidemment, l'étape d'après, c'est de conforter les résultats qui sont prometteurs et annoncés par la filière, notamment sur l'élimination à des taux très, très élevés de ces composants. Il y a un travail qui avait déjà été initié dans le GT GH animé par Robert Mulqueux, qui était sur le cadre réglementaire ICPE. Donc l'idée, c'est de poursuivre ce travail, en tout cas pour permettre l'émergence, faciliter en tout cas l'émergence des premiers projets de GH dans les années à venir. Donc là, je pense que vous aurez bien compris, la gazisation hydrothermale n'est pas l'incinération, c'est pas un procédé purement, c'est pas qu'un simple procédé purement technique. Donc il y a tout un travail là-dessus à faire. Je pense qu'Émeric, vous avez évoqué, notamment en lien avec la DGEPR. Donc on adressera également ce sujet-là sur la qualification et la valorisation des produits. Je pense que vous avez également évoqué ce point-là, notamment sur l'azote, sur le potassium recyclé, la nécessité de créer un cadre. En tout cas, la T2E apportera sa contribution sur cet axe-là. Et après, bien évidemment, toute la partie mise aux spécifications du gaz produit pour permettre l'injection. Il y avait aussi une réflexion sur, il y a déjà des travaux précédents qui ont été menés sur la certification RED, de façon à ce que les développements technologiques qui sont en cours puissent finalement se faire en tenant compte de ces enjeux-là qui sont assez importants. Donc, ce qui va se passer, en tout cas pour le club GH de la T2E, c'est que vous allez, en tout cas tous ceux qui souhaitent participer à ce club en tant que contributeur, donc vous allez être conviés à un kick-off qui arrivera début d'année prochaine, où les axes que je viens de présenter ne sont que les premiers axes. Donc, l'idée, c'est de construire une feuille de route avec les acteurs de la filière et de travailler ces sujets bien évidemment en lien avec les acteurs, tous les acteurs de l'écosystème, et aussi en faisant le lien avec les pouvoirs publics. Donc, on arrive au terme de ce webinaire qui, je l'espère, est riche pour vous. Donc, je vous propose de prendre quelques questions dans le chat et je pense qu'on pourra les répondre. Je vais juste activer mes caméras. Donc, je propose de prendre quelques questions dans le chat. Il y a une question sur, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé, c'est quoi le Syngaz? Si on peut avoir une définition du Syngaz. En fait, en sortie de procédé, je pense que vous le voyez sur la diapositive là, vous avez un gaz, c'est produit qui est un mélange de CH4 en composé majeur, de CH4, de H2, de CO2, et d'autres composés mineurs. C'est ce mélange-là qu'on appelle le Syngaz. Et ce gaz-là, pour pouvoir être injecté dans le réseau de gaz, doit être mis aux spécifications, donc qui a une étape soit de traitement, soit de méthanation, si nécessaire, avant injection.
Donc, c'est par différence finalement au gaz qui est ni aux spécifications. Il y a une question qui a également été posée sur, je pense que sur la différence entre le pôle gasification hydrothermale du Biogaz Vallée et le club GIH de la T2E. Je vais peut-être essayer de revenir sur ce point-là. En fait, la T2E va rester finalement sur le périmètre qu'elle sait adresser et qu'elle adresse aujourd'hui sur les autres clubs. Pour ceux qui connaissent la T2E, globalement sur les périmètres tels que le club biogaz, le club pyrogasification, le club port autométhane. Donc la T2E restera sur des sujets techniques et réglementaires. Et Biogaz Vallée couvrira le reste du spectre avec toute la partie accompagnement des porteurs de projets, mise en relation avec les différents pôles de compétitivité, les sujets de modèle économique, etc. Du coup, j'espère que la réponse a été claire. Oui, il y a Robert, oui, qui précise, qui précise sur le modèle économique de la GH en lien aussi avec les pouvoirs publics. Donc ça, je me fais le porte-parole de ce point-là. Et favoriser l'émergence de la filière GH française. Je pense que toutes les deux associations, effectivement, ont pour ambition de contribuer à l'émergence de cette filière. Il y a une autre question qui a été posée, notamment sur quel soutien, je ne sais pas si c'était l'État, en tout cas quel soutien on imagine pour cette filière. Je ne sais pas si Émeric, je pense que vous avez donné quelques éléments, mais si vous souhaitez réagir là-dessus. Oui, je peux réagir là-dessus, Thibaut. Nous, là-dessus, on n'exclut pas un soutien, mais un soutien qui serait extra-budgétaire, pour être très clair. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de budget. Il n'y a pas de budget de l'État pour soutenir spécifiquement la filière. Alors, ça peut se regarder côté R&D, tout ce qu'on a dit. Il y a des guichets d'aide R&D qui existent déjà. Il y en a au niveau national, au niveau européen. Mais après, quand on parle de soutien au fonctionnement des installations, s'il y en avait un, ce qui serait aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on peut vous dire, il serait nécessairement extra-budgétaire. Voilà. Ok. Très bien. Il y a une question sur la différence entre la pyrogasification et la gasification hydrothermale. Sur la gasification hydrothermale, je pense que vous l'avez compris, on est plutôt sur des intrants humides. À la différence de la pyrogasification, on est sur la biomasse sèche. Et on l'a un peu expliqué, donc là, la transformation finalement de la matière organique en gaz de synthèse, donc se fait un peu par les pouvoirs de l'eau dans son état supercritique. Donc on est vraiment à la fois en termes de périmètre sur deux technologies complémentaires et différentes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder. Dans quelle mesure le club GHET2E va collaborer avec les entreprises spécialisées dans le traitement des déchets? Oui, je pense que bien évidemment, je pense que on l'a dit un peu en introduction, on est sur une filière qui est à la frontière de plusieurs enjeux, donc il y a l'univers des déchets, bien évidemment. Et je pense que une illustration d'une première collaboration, c'est finalement la collaboration qu'on est en cours, qui est en cours, hein, là, d'être enclenché avec une convention sur le GT PFAS qu'anime l'AST, du coup. Donc, je pense qu'il n'y en a plus, je ne vois plus d'autres questions assez spécifiques, mais je pense que les autres questions ont déjà été un peu répondues par les acteurs et par
et justement par la présentation. Donc, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je pense qu'on l'a compris, on est sur une technologie qui est prometteuse à plusieurs titres. Donc, notamment par sa capacité à produire un gaz renouvelable et bas carbone, par sa capacité également à adresser un certain nombre de sujets, notamment de traitement de déchets, et la promesse qu'elle offre, en tout cas pour éliminer un certain nombre de polluants, de microplastiques. On a parlé également des PFAS, et aussi une opportunité finalement, à la fois pour l'Europe et pour la France, de construire une filière industrielle, donc avec tout ce qui va avec, des emplois et une activité sur les territoires sur lesquels elle va se développer. Je pense qu'on est sur une filière qui arrive à une étape, en tout cas charnière de son développement. On a vu que les développeurs de techno ont connu des avancées ces dernières années importantes, et on arrive là à quelques pas finalement des premiers projets, et avec un besoin derrière et de soutien pour dérisquer, pour aider en tout cas à la mise en place des premiers projets en France. Et pour l'animation de la filière, on l'a dit, donc les deux associations, Diogaz Vallée et AT2E, contribueront globalement fortement à l'industrialisation de la filière en France. Et je pense que avant de conclure et de clôturer finalement ce webinaire, peut-être rappeler pour ceux qui souhaitent participer qu'on a un colloque qui est prévu le 13 novembre sur cette nouvelle filière, donc gazisation hydrothermale, port-autométhane et pyrogasification. Et lors de ce colloque, on aura un certain nombre d'acteurs clés de l'écosystème français et européen. Donc, si vous êtes intéressés, je pense qu'il reste encore quelques jours pour prendre vos places, et n'hésitez pas. Et je remercie en tout cas les deux intervenants, Émeric et Étienne, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et comme je l'ai indiqué, donc la T2E reviendra vers l'ensemble des acteurs de la filière pour organiser un peu cette réunion de lancement du club, où on actera finalement de la feuille de route du club sur l'année 2026. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci aux intervenants et aux experts de l'ADEME et de la DGEC pour leur participation. Les questions recueillies dans le chat qui n'auraient pas été traitées seront transférées bien évidemment au club GH de la T2E pour vous apporter une réponse. Et on vous espère nombreux le 13 novembre pour notre colloque sur les gaz verts et bas carbone. Très bonne journée.